Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans cette explication linéaire pour l'épreuve orale du bac consacrée au recueil poétique d'Hélène Dorion, Mes forêts. Le texte que nous allons travailler se situe dans la partie, c'est un des derniers poèmes de la partie intitulée L'onde du chaos. Je vous ai mis en présentation sur le diapo les pages du moins, qui concernent notre passage dans l'édition de Bruno Doucet. Alors, dans cette vidéo, il s'agit de vous redonner les éléments nécessaires pour mener à bien votre explication du texte. Tout d'abord, vous n'oublierez pas d'effectuer dans l'introduction générale les éléments qui apparaissent sur l'écran. N'oubliez pas déjà que cette introduction ne doit pas excéder 2 minutes. Si vous dépassez de quelques secondes, il n'y a rien de dramatique, mais il faut vraiment condenser les informations que vous allez apporter à l'examinateur. En l'occurrence, très rapidement, vous dites que le texte que l'on vous a donné à expliquer s'inscrit dans tel objet d'étude, donc vous redonnez le titre de l'objet d'étude qui concerne la poésie avec le balisage temporel, c'est-à-dire les siècles qui sont concernés. Vous présentez de façon très sommaire la poétesse, en extrayant des éléments de sa biographie qui vont donner du sens à l'explication. Ensuite, vous présentez l'œuvre Mes forêts, dans quelles circonstances elle a écrit ce recueil, entre autres par rapport à la période du confinement que nous avons tous connu. Là, je vous renvoie à des éléments pour constituer votre introduction qui sont sur les podcasts de Clapotis. Et puis, vous présentez le passage en question. On a déjà évoqué plus ou moins tout à l'heure sa place dans le recueil, puisqu'il fait partie de l'un des derniers poèmes de la partie intitulée L'onde du chaos. Et il nous présente, ou du moins il nous évoque, un arbre en particulier, la singularité ici, c'est que nous n'avons pas une présentation de la forêt en général, mais la présentation d'un arbre qui va jouer en quelque sorte le rôle de médiateur entre le monde visible, invisible et la poétesse. De là, vous effectuerez, dans le cadre de ces 2 minutes, une lecture expressive d'un des passages donnés par l'examinateur. Alors soit il décide de vous donner, tout le passage, tout le poème à lire ou juste quelques strophes. Pour vous aider aussi dans la lecture expressive, n'oubliez pas qu'Hélène Dorion elle-même, sur sa chaîne YouTube, lit des passages, de certains de ses poèmes, et dans la collection, des éditions de Bruno Doucet, à la fin, du recueil, enfin du livre, vous avez des petits QR codes qui renvoient justement vers des lectures qu'effectue Hélène Dorion de ses poèmes, et donc ça peut vous donner des pistes pour, donner, le caractère le plus expressif à votre lecture, même si encore une fois, elle-même le dit, cette expressivité, c'est la vôtre, c'est ce que vous allez ressentir du poème, donc accentuer, donner un rythme que vous êtes vraiment approprié au poème. Alors, quant à la problématique que vous évoquez à la fin de votre introduction générale, que l'on appelle aussi communément le projet de lecture, voici ce projet, sous quelle forme il pourrait apparaître. Bien sûr, il y a d'autres projets de lecture, d'autres problématiques possibles. Cela prend la forme d'une question qui pourrait être la suivante: en quoi les métamorphoses de l'arbre, ici, le transforment en véritable figure poétique? Et tout de suite après, vous présentez les mouvements qui pour vous semblent significatifs ici. Encore une fois, les mouvements, sont pas, définitifs, vous pouvez les percevoir autrement. Là, on pourrait faire, émerger, 2 parties majeures qui iraient du vers 1 à 14. On pourrait considérer ici effectivement l'arbre comme une sorte de point d'équilibre, du monde, qui, induit une sorte d'harmonie. On verra bien sûr en détail dans l'explication. Et puis du vers 15 à 26, on verra comment l'arbre se transforme en arbre lyre, en arbre musique, musicien. Une fois donc que vous avez effectué ces différents aspects, donc dans l'introduction, les éléments qu'on a évoqués, la problématique, les mouvements, et vous clôturez justement la lecture, enfin l'introduction par cette fameuse lecture expressive, et ben, on peut le dire en quelque sorte, c'est parti, vous attaquez le premier mouvement, à travers lequel vous allez montrer comment l'arbre est un point d'équilibre du monde.
Alors d'emblée, ce qu'on remarque au vers 1, c'est l'utilisation du conditionnel «on dirait», avec, l'utilisation du pronom impersonnel «on», comme si, la poétesse s'adresse à tout un chacun. Le lecteur est donc d'emblée invité à voir au-delà du visible, et l'arbre est présenté comme une silhouette mystérieuse. Alors il n'est pas exactement personnifié, pour autant il y a cette idée de la silhouette. Alors une silhouette, c'est, si on prend une définition simple, hein, quelque chose que l'on entrevoit mais qui n'est pas clairement, défini, et cette silhouette est d'ailleurs renforcée par l'adjectif mystérieuse. On a bien donc une invitation à s'imaginer quelque chose, chacun, interprétant à sa manière. On dirait une silhouette mystérieuse qui s'enchaîne avec le vers 2 par, une double, subordonnée relative introduite par «ou». On dirait une silhouette mystérieuse où glissent des rivières, où s'élancent les rêves. Alors le deuxième «ou» n'est pas, répété, il est juste, suggéré, par, logiquement, la liaison grammaticale avec la conjonction de coordination «et». Mais dans cette double subordonnée relative, on a en fait, une superposition de 2 visions, et ce qui est intéressante, elle est très simple, mais regardez bien, elle est, significative par des mots, évidents, et notamment ici en particulier les verbes «glissent des rivières», «s'élancent les rêves». On a donc 2 visions, et la première est plutôt une vision horizontale par le verbe «glisser». La surface ligneuse de l'écorce, s'anime presque métaphoriquement comme celle de l'eau. Hein, vous avez cette idée de glisser avec, l'évocation de l'eau des rivières, et puis la seconde est plutôt verticale, s'élance, comme si le tronc de l'arbre devenait le support d'une rêverie, hein, qui se projette vers le ciel, le verbe «s'élancer», et qui vont donc nourrir symboliquement, des aspirations spirituelles ou métaphysiques. Et donc on a, cette idée aussi des, verbes, de ces verbes, hein, qui sont conjugués au présent. Là, on pourrait en trouver une signification, différente. C'est un présent, qui est presque, peut-être un présent qui s'inscrit dans la description que fait la poétesse de l'arbre? Est-ce que c'est un présent de vérité générale, comme pour montrer que tout arbre appartenant à une forêt, suggère, hein, ces images-là, ces visions? Là, c'est à nous, d'en donner des sens différents. Et puis vous avez la deuxième strophe, hein, qui s'enchaîne, par la conjonction «puis». Alors «puis», généralement, instaure une logique chronologique, mais là, au début de la deuxième strophe, c'est-à-dire ce vers 3, elle est, utilisée presque comme pour marquer, en fait, non pas une chronologie, mais l'entrée dans un nouvel ordre, celui, des perceptions. On a les idées, d'illumination et de renaissance, hein, par le verbe «recommencer» qui domine, et on a presque l'impression que l'arbre, offre sa présence, comme s'il illuminait, notre regard, hein, par le terme, le jour, avec ce côté, itératif «recommence», hein, le préfixe «recommencer» montre que l'arbre offre sa présence radieuse maintes et maintes fois, dans l'intimité aussi de celui qui regarde, hein, par l'évocation «tepa», le possessif, hein. On a presque, cette idée qu'il offre une intimité presque enveloppante par le terme «jardin». Il y a quelque chose d'intime, hein, dans un jardin, c'est quelque chose de petit, de clos. Enfin, on peut avoir des grands jardins aussi, mais il y a cette idée, on rentre dans une sorte d'enveloppe, intime, et on a aussi et surtout la métaphore, maritime de l'ancrage, hein. L'arbre jette l'ancre comme si, la poétesse voulait suggérer que l'arbre donne de l'aplomb, à une existence mouvante qui est celle, justement de la poétesse. Il y a ce côté, presque, rassurant. On revient vers l'arbre, comme l'encre à laquelle on s'est, accroché, comme on revient dans sa vie, vers des lieux, qui nous sont familiers. Et donc, il y a cette, idée, hein, d'un nouvel ordre qui petit à petit se met en place et qui permet de glisser, vers la strophe suivante, où justement, hein, vous êtes donc on est toujours, hein, dans la strophe, cette fois-ci numéro 4, aux confins, du silence. Vous avez justement, l'idée
là, vous allez, alors, pardon, j'ai oublié par contre, j'ai sauté quand même à la troisième strophe, j'ai voulu aller trop vite. Là, on a la strophe 3 qui est, un distique, hein, puisqu'il n'y a que 2 vers. Il tend les cordes, pardon, de l'univers où les âmes jamais ne fanent. Et donc, après s'être imposé comme une figure d'équilibre presque dans la vie personnelle, de la poétesse, on a ici, dans ces 2 vers, l'impression que l'arbre va commencer à construire l'harmonie, du monde. Le terme corde, ça file en quelque sorte la métaphore du voyage, immobile vers l'invisible. Il y a quelque chose aussi de solide, de fixe, hein, dans les cordes, cette idée de quelque chose qui ne va pas, lâcher. Il y a cette idée il construit l'harmonie du monde par le terme univers, bien sûr, et on a la proposition subordonnée relative, encore une fois, où les âmes jamais ne fanent. Hem, cette impression, que vous avez, une sorte, on accède à une sorte d'éternité, presque de transcendance spiritualité avec, l'utilisation de la négation totale, hein. Les âmes jamais ne fanent, elles ne fanent jamais, cette impression justement que par l'arbre, on accède à une forme de spiritualité, de renouvellement, sans cesse, réalisé. Et donc là, on aurait presque encore une fois un présent de vérité générale qui se mettrait en place. Et donc, cette troisième strophe, hein, capitale, permet de montrer justement cet arbre comme une figure de pérennité, d'équilibre, qui permet de glisser vers la strophe 4. Vous avez de hauts confins du silence jusqu'à les archers, ici toute une symbolique évidente avec l'image du développement des ramures de l'arbre, qui permet de suggérer que celui-ci rapporte vers lui en fait l'ailleurs des confins, et ces confins sont, aussi bien spatiaux que temporels ou intérieurs, et il y a cette idée, que l'arbre recueille en fait, en quelque sorte, tout ce que murmure l'univers. Il recueille, mais en plus il a cette capacité d'apaiser. Si vous regardez bien, les termes, hein, vous avez, d'un côté le ciel brûle, la solitude, le désarroi, des éléments qui semblent, presque, menacer ou du moins susciter, des émotions, négatives ou de tristesse, hein. Et parallèlement, donc face à ces réalités ou ces sensations et ces émotions, l'arbre, que fait-il? Il a l'air de créer une harmonie en contrepoint qui se voit à travers les termes grâce, beauté. Et donc il y a une sorte d'impression que l'arbre a une action d'équilibrage des affects. Et cet équilibrage se retrouve par une sorte de rythme, et d'équilibre, dans les parallélismes, hein, que vous voyez, qu'on va qualifier de binaires, tout simplement parce que vous avez les termes qui se font écho, grâce, beauté, qui font écho à solitude et question. Comme si, l'arbre avait un côté presque salvateur, hein. Ce rythme presque harmonieux suggère cette capacité qu'il a d'équilibrer ou de rééquilibrer les émotions. Il est présenté alors comme un lien entre tous les êtres, hein. Il relie, chacun d'eux, à son intimité, et donc cet arbre, réalise une sorte de double mouvement. D'une part, son réseau de branches et de cordes structure l'univers, et lui permet de communiquer avec les confins, hein, ce qui est lointain, mais d'autre part, il se resserre sur lui-même comme pour se faire lire, L-Y-R-E, hein, et d'où le fait qu'on arrive à la fin de cette strophe à la métaphore, enfin pardon, pas la métaphore, en plus j'ai souligné, hein, à la comparaison comme des archers. On a, cette comparaison musicale comme des archers qui fait de l'arbre non, pas un simple instrument, mais il devient à la limite presque musicien, hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas, celui qui va permettre de faire de la musique, il est celui qui fait la musique. Et donc on glisse de manière très subtile vers le second mouvement, du poème. Donc on est à la strophe 5, où, justement de cet arbre qui, réunissait, qui harmonisait, l'ensemble, cet arbre devient presque, d'un point d'équilibre du monde, il devient un arbre lyre ou, l'arbre lyre ensuite devient l'arbre poème.
Alors, si on regarde dans la strophe 5, on voit des termes, hein, comme, de façon évidente, tu écoutes le chant des racines. Ici, d'emblée, l'arbre est associé à la lyre, hein. Alors vous savez, ce fameux attribut, à la fois, d'Apollon, et d'Orphée, d'où les illustrations, hein, que je vous ai mises, de façon, visuelle pour que ça vous parle. L'arbre devient vraiment une figure de poète. Il chante, au vers 15, hein, le chant des racines et l'instrument qui nous permet de l'entendre, bah, c'est qui? C'est la poétesse. Alors elle ne répond pas à la fonction poétique d'interprétation des mystères du monde, car elle ne traduit pas la parole qui serait, celle de l'arbre. En revanche, ce qui est, assez singulier, c'est qu'elle a incorporé l'arbre. Si le verbe écouter suppose, une activité de sa part, le verbe devenir insiste sur le fait qu'elle est enchantée. C'est-à-dire elle est sous l'emprise, de la vitalité de l'arbre, hein, qui est suggérée par le terme sève. Elle est sous l'emprise de sa lumière intérieure comme, on a cette, presque métaphore du filet, de clarté. Et si vous regardez bien, on a donc, ici, cette poétisation et ce glissement vers la poétisation de façon, significative, hein. On a le dernier vers de cette strophe, hein, qui traverse le tronc, c'est-à-dire que tout s'imprègne, de ces, différents éléments, du chant. Il y a la sève, la clarté, il y a cette idée de métamorphose hein, avec le verbe devenir, qui se complète avec le verbe traverser. Il y a cet élan, encore une fois, qui traverse le tronc. Donc on a ce mouvement, vertical, hein, qui est significatif et en fait, on a, le glissement vers la strophe, suivante, qui, est ici, de façon évidente, hein. «C'est le temps, dis-tu, cette fenêtre opaque qui raconte le voyage». Alors là, qu'est-ce que l'on remarque? Une proposition incise, dis-tu, qui signale que l'arbre crée une sorte de dialogue intérieur, hein. Il a initié la poétesse à une autre appréhension du temps, c'est le temps. Le présentatif «c'est», hein, suggère cette évidence qui apparaît, à ce moment-là à la poétesse. On a la métaphore aussi, de la fenêtre, hein, avec cette fenêtre opaque. Alors cette fenêtre, semble transformer la temporalité en une sensation qui est d'ailleurs assez complexe, hein. La fenêtre, ça symbolique l'ouverture, vers l'extérieur, mais en même temps, on a, l'adjectif opaque si qui suggère, l'obscurité. Donc, on a cette sensation complexe qui, marque une tension entre l'obscurité, la révélation, la mobilité, l'immobilité, le silence, la parole et en fait, cette tension suggère ici où le poème, hein, à travers ses vers, rend compte, finalement de cette tension qui serait comme la traduction d'un autre langage, d'un autre récit, qui est celui de l'arbre, hein, on a le terme qui raconte, justement le voyage et donc ce qu'elle veut montrer, c'est que, justement on a vraiment cette complexité, qui fait aussi la force de ce que peut, traduire l'arbre, à part entière, hein. Et puis après vous avez, dans la strophe, suivante, hein, à partir du vers 22, l'arbre qui donne finalement naissance à un poème, qui va croître de lui-même. Un poème avance sur la tige, on a cette verticalité qui réapparaît, et ce poème grandit comme le ferait en fait un végétal, avec cette idée, hein, de la tige, qui est ici, suggérée plutôt qu'un tronc et puis ensuite au vers 23, 24. Il y a cette idée de verticalité, de cet élan vertical, vol parfois. Alors vol bien sûr, bah, f suggère l'élan vertical de l'oiseau et donc il y a ce côté, naturel, qui prend une nouvelle dimension. L'oiseau, c'est l'envol, l'envol quer vers quelque chose, justement, autre et on voit aussi à cet instant comment la poétesse joue sur les assonances. Alors assonance, n'oubliez pas, hein, c'est les répétitions de voyelles et joue aussi sur les allitérations, les répétitions de consonnes, hein. Vous avez les assonances en A, les allitérations en S, L,
enfin je les ai évoqués ici de façon évidente pour que vous puissiez l'évoquer vous-même le jour de l'oral. Et puis on a donc cette impression que la dernière strophe énonce le sens de l'expérience temporelle initiée au vers 19, hein. L'arbre n'a d'âge que celui des saisons. On a la négation restrictive, le président de vérité générale, et puis l'article, justement, définit l'arbre dont la valeur est générale. Il y a presque ici comme une valeur universelle. L'arbre n'a d'âge que celui des saisons, c'est-à-dire cette idée, à travers aussi qui peut être suggérée chez le lecteur, les saisons, c'est l'idée du renouvellement. La saison, c'est l'idée de les saisons, hein, c'est l'idée de cette nature qui sans cesse se régénère, et à ce côté justement encore une fois, hem, de transcendance, de spiritualité qui peut nous être communiquée. Et donc on voit bien comment, aussi, le poème suggère ce crescendo vers les émotions, ce va-et-vient ou cette progression entre ce qui est évoqué dans le premier poème, l'idée d'un arbre qui est le point d'équilibre du monde, puis l'idée d'un arbre, qui va justement devenir arbre libre, enfin libre non, c'est signifie c'est un c'est une erreur, mais en même temps ça veut tout dire, hein. L'arbre suggère cette idée de l'arbre lyre de la musique, mais libre aussi, cette liberté d'interprétation, de sensation qu'il nous donne, et donc là on a vraiment cette transformation vers, un arbre poétique, qui va donner cette force à la poétesse. Et en fait, ce que veut dire certainement la poétesse dans ce poème, c'est combien en fait l'arbre, dans sa singularité, offre à tout un chacun, un voyage poétique. Ses lignes de vie, son écorce, ses branches, ses racines, nous conduisent, vers des mondes de l'ailleurs, mais nous conduisent aussi vers nous-mêmes, ce que l'on est ou ce que l'on pourrait être. Cet arbre est présenté ici par la poétesse comme un une figure poétique, qui suggère, suscite, des émotions, singulières, qui projette la rêverie, l'écriture dans l'imaginaire. Et donc son idée, très forte ici, hein, c'est de montrer que le poème n'est plus seulement le fait d'un auteur, il est le dit de l'arbre, sa parole poétique en quelque sorte, hein. Et le lecteur lit d'abord un poème qui valorise pardon, ici l'arbre, mais il découvre aussi le poème de l'arbre lui-même. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu complexe, mais ce qui est intéressant chez Hélène Dorion, c'est cette idée permanente qu'elle vous invite à créer vos émotions, vos sensations qui vous sont propres. Il n'y a pas de sens qui est donné d'emblée, tout est suggéré. C'est peut-être ça aussi, hein, ce clin d'œil à Verlaine, suggérer, voilà le rêve. Elle suggère des émotions, des sensations et surtout on découvre, hein, cette force, qu'a l'arbre en suscitant autant, d'images et autant de poésie. Donc c'est ce que vous mettrez en évidence dans la conclusion générale. N'oubliez pas que dans la conclusion, qui est assez rapide, à peu près 1 à 2 minutes, vous rappelez l'essentiel de ce que vous avez essayé de démontrer et vous faites une ouverture. Alors qui peut être une ouverture basée sur les poèmes que vous avez étudiés, dans le recueil et vous en montrez les similitudes, les points communs, les parallèles, surtout, dans le recueil, hein, d'Hélène Dorion. Mais vous pouvez tout à fait aussi faire une ouverture, par exemple avec un texte que vous aurez travaillé dans le parcours associé et qui pourrait par exemple montrer l'héritage d'Hélène Dorion dans le domaine poétique. Ça peut être aussi un parallèle que vous effectuez avec un autre champ artistique, hein. On peut très bien prendre des peintres, faire le lien avec des peintres qui ont aussi, à leur façon, bien sûr, avec leurs pinceaux, les couleurs, suggérer des émotions comme a pu faire Hélène Dorion. Je pense particulièrement à des tableaux, puisqu'en plus elle fait volontairement un clin d'œil à cet artiste, ce grand artiste qui a été Cézanne, qui lui aussi, à sa façon, a traduit ce que les émotions qu'il ressent au contact de la nature. Alors d'ici là, je vous dis à très vite pour d'autres explications, entre autres celles consacrées à Hélène Dorion. Donc je vous dis à bientôt sur Clapotis.